Bonjour, je m'appelle Frédéric Veil, directeur d'études chez Futurible. Nous allons parler aujourd'hui de l'avenir de l'organisation institutionnelle de la France. C'est un sujet qui fait l'objet de nombreux débats, avec des oppositions parfois frontales entre les tenants d'une république indivisible et ceux d'un modèle fédéral, et aussi des interrogations récurrentes sur l'avenir de la décentralisation. Nous avons souhaité à Futurible faire un pas de côté et voir comment un regard de long terme peut aider à dépasser des prises de position parfois binaires et permettre d'aborder une réflexion sur les enjeux d'évolution de l'organisation institutionnelle de la France face à l'évolution des besoins collectifs. Pour nourrir cette réflexion, nous vous proposons un temps de dialogue entre Benjamin Morel, bonjour. Bonjour. Vous êtes constitutionnaliste et maître de conférences en droit public à l'université Paris-Panthéon-Assas. Et Yannick Blanc, bonjour. Bonjour. Ancien préfet et président de l'association Futurible International. Merci beaucoup à tous les deux de participer à cet échange croisé. Et pour commencer, je vais vous poser une première question. On va commencer par un diagnostic. Je vais m'adresser à Benjamin pour démarrer. Quelle analyse est-ce que vous faites de la situation actuelle de l'organisation institutionnelle de la France face aux besoins auxquels la puissance publique est supposée répondre? Alors, bonjour tout d'abord, mais la question de l'organisation territoriale, je dirais que c'est une question qui rentre dans un diagnostic plus vaste. Aujourd'hui, on voit qu'on a construit en partie notre organisation de l'État, des collectivités territoriales, des pouvoirs publics de façon générale, à dessein de construire un jeu de poids contre poids au niveau local qui fait qu'on a une forme d'engoncement de la puissance publique. On a construit une sorte de système de veto qui fait qu'au bout du compte aujourd'hui, quand la commune veut agir, elle rencontre l'État, quand l'État veut agir, il rencontre les collectivités territoriales, certaines agences, et qu'au fond, on organise, ce faisant, en partie l'impuissance. Ça crée une forme de désaffection démocratique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément de dysfonctionnement, c'est qu'au fond, la notion de décentralisation a perdu son sens. Déjà, moi, je n'aime pas beaucoup la notion de décentralisation. Pas parce que je pense que le processus est mauvais, mais parce que la décentralisation, justement, ça qualifie un processus, ça qualifie pas un objectif. On décentralise, mais jusqu'où on décentralise, mais pourquoi? Au fond, on est toujours à bégayer sur un nouvel acte de la décentralisation, donc on ne sait pas exactement ce qu'on va mettre dedans, mais comme la décentralisation, c'est bien, un nouveau gouvernement qui arrive doit annoncer le nouvel acte de la décentralisation. On verra ensuite ce qu'on négocie à mettre dedans. En réalité, je préfère beaucoup plus la notion de pouvoir local. Est-ce que, à un niveau, à une échelle donnée, on donne une capacité d'action sur le réel à un échelon territorial? Et ça renvoie à la définition de ce qu'on peut appeler la décentralisation. Je ne vais pas jouer non plus les ayatollahs des mots, mais la décentralisation, telle qu'elle est pensée notamment par les républicains au XIXe siècle, c'est d'abord et avant tout un instrument de démocratisation des politiques publiques. J'ai une politique publique, cette politique publique pourrait gagner à être gérée à un niveau local, et j'assure un contrôle démocratique. Autrement dit, la capacité des citoyens à évaluer un projet et un bilan. Si je permets aux citoyens d'évaluer un projet et un bilan, à ce moment-là, je peux espérer qu'il y aura une efficacité des politiques publiques parce que il y a un jeu de sanctions. Si je suis un élu et que je fais n'importe quoi, eh bien à ce moment-là, les citoyens s'en rendront compte et me sanctionneront. Cette logique-là, on l'a en grande partie perdue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux évaluer un bilan et un projet d'une région, d'un département, d'une commune, dans une commune, il faut que je comprenne ma commune, elle est dans quel type d'intercommunalité, quelles compétences obligatoires ont été ou pas déléguées. En d'autres termes, la plupart de nos concitoyens ne comprennent pas grand-chose, les élus eux-mêmes ne comprennent pas grand-chose, et je construis ce faisant, des instruments qui deviennent extrêmement technocratisés, peu démocratisés. Il en va de même pour le niveau local. On a multiplié les complexités. Prenez la collectivité européenne d'Alsace. On adore maintenant faire des collectivités à statut particulier. En l'occurrence, c'est pas une collectivité à statut particulier. C'est un département à compétences particulières qui dispose de compétences de la région qui, à Moselle, dans laquelle la collectivité européenne d'Alsace appartiennent à la région. A priori, il y a quelques liens avec la Moselle et l'Alsace, mais qui, en collectivité européenne d'Alsace, qui est un département à compétences particulières, et pas une collectivité à statut particulier, qui dispose d'un tête européen, mais qui en fait n'a pas beaucoup de compétences en la matière, cette compétence-là appartient à la région. Si vos lecteurs ou spectateurs ont compris les tenants et aboutissants de tout ça, ils sont très très doués. La plupart des citoyens et des élus n'y comprennent rien, et donc ils votent pas, ou ils votent pour des sujets qui sont des sujets qui n'ont rien à voir avec la thématique
Lors des dernières élections régionales dans le Grand Est, on a un candidat RN qui s'est pointé à la frontière avec l'Allemagne et qui a dit « Moi, président de région, ici, j'arrêterai l'immigration ». Ça n'a rien à voir avec les compétences de la région. C'est complètement populiste et idiot. Sauf que dans un schéma où, au bout du compte, le citoyen est mis de côté, eh ben, ça, c'est très performant d'un point de vue électoral. Et donc, on construit les choses en grande partie contre la logique même originelle de la décentralisation. Et ça crée un dysfonctionnement. Ça crée également un malaise des citoyens et des élus. Et donc là, on a une nécessité de resimplification et de reconstruction d'un schéma, qui est un schéma originel, celui que Barny définissait dans son manuel républicain des années 1870 comme celui de la commune petite république dans la grande, c'est-à-dire de la construction d'une république au niveau local, permettant ensuite bien de se projeter dans une république au niveau national. Merci pour ce diagnostic. Une organisation institutionnelle qui est devenue lisible, technocratique, besoin de simplification. Yannick, est-ce que tu partages ce diagnostic ? Ce qui est frappant, c'est que le débat n'a pratiquement pas varié depuis 1982. Dans son discours à l'Assemblée nationale, le rapporteur de la commission des lois qui présente le projet de texte sur les compétences, Jean-Pierre Worms. Jean-Pierre Worms, c'est un sociologue, c'est un spécialiste de la sociologie des organisations. Il a passé plusieurs années à étudier le fonctionnement de l'administration territoriale. Et Jean-Pierre Worms fait un discours dans lequel il explique que la clarification fonctionnelle de l'exercice des compétences par les différents niveaux de collectivité territoriale va permettre ce que Benjamin Morel vient de dire, c'est-à-dire va permettre la redevabilité de l'action des élus. Si le citoyen sait clairement de quoi telle collectivité est responsable, il pourra demander des comptes à son élu. Et donc, il y a un plaidoyer très chaleureux de Jean-Pierre Worms qui dit « La décentralisation, c'est un progrès de la démocratie ». Et puis, ce débat revient ensuite tous les 10 ans. Le gouvernement demande un rapport à une personnalité. Alors, il y a eu le rapport Mauroy, il y a eu le rapport Balladur, il y a eu le rapport Woerth, etc. Et quand on lit ces rapports, on est frappé de la répétition du discours, c'est-à-dire le diagnostic porté qui est celui que vous venez d'énoncer, la complexité, l'illisibilité. Alors tantôt on met l'accent sur le coût de cette complexité, tantôt on met l'accent sur l'obstacle à la démocratie, à la clarté des décisions, mais le postulat qu'il devrait y avoir une correspondance rationnelle entre la fonctionnalité de la collectivité territoriale et son statut démocratique, ce postulat n'a jamais été démontré. Il est sans arrêt remis en cause par la vie concrète, les choses à faire, les enjeux qui surgissent. Et il me semble que il faudrait reprendre cette discussion, non pas à partir du tableau des institutions, mais à partir du bilan de ce qu'elles font et de ce qu'elles ont besoin de faire. Là où je rejoins Benjamin Morel, c'est quand il dit la décentralisation, c'est pas un objectif, c'est pas un principe, c'est pas un idéal, c'est un processus. Le mot décentralisation des compétences en 1982, il a un sens concret. Ce sont des fonctions exercées par l'État qui vont être dévolues aux collectivités territoriales. Donc les routes vont être dévolues aux départements, ainsi que les collèges, les lycées aux régions, etc. Il me semble que la question qu'il faudrait se poser aujourd'hui, pour revenir à la petite république locale, c'est-à-dire à l'échelle à laquelle la démocratie a un sens concret, c'est observer de près de quoi la collectivité doit s'occuper. Parler de la compétence, non pas au sens périmètre juridique, mais au sens contenu, concret, technique de l'action collective. Et on s'apercevrait que entre 1982 et 2026, les sujets dont doit s'occuper l'élu, les enjeux auxquels doit faire face la collectivité ont beaucoup changé. Et comme ils changent sans arrêt, dès qu'on croit avoir dessiné un jardin à la française, on se retrouve à devoir à nouveau combiner les compétences, les pouvoirs et les moyens budgétaires des uns et des autres.
Donc on voit que vous décrivez un objectif qui est un peu le même, hein, vers une république refondée au niveau local, mais avec à chaque fois peut-être un chemin différent. Est-ce que vous partagez le diagnostic de Yannick, qui est légèrement différent du vôtre? En partie, on a des points de différence et des points d'accord. Je pense que malgré tout, et quand on prend notamment les études américaines et anglo-saxonnes d'un point de vue macro, la logique d'imputabilité, elle est fondamentale dans la décentralisation. C'est-à-dire que vous pouvez toujours donner des pouvoirs plus importants à une échelle locale. Si vous ne comprenez pas le pourquoi du comment, vous stimulez l'abstention. L'exemple majeur en France, c'est les régions. Il n'y a pas de collectivité, de niveau de collectivité qui ont plus que profité de la décentralisation en France. Le taux d'abstention est passé de 25 à plus de 65%. Pourquoi ? Parce que non seulement je ne comprends plus en matière régionale quelles sont les compétences, mais là je rejoins en partie, mais j'y viens, et je comprends même plus quel est le périmètre. La plus grande sociologue de France, qui est ma mère, qui n'a pas fait d'études, m'a dit une fois, mais vraiment on est en Auvergne, on est vraiment dans la même région que Dauphiné, mais c'est pas la même variété de fromage. Et donc, ce faisant, vous créez une distanciation et l'objectif de la décentralisation, qui est en effet la démocratisation des politiques locales, se retrouve rompu dès lors que, 1, je n'ai plus la maîtrise du périmètre, et que 2, à la fois du point de vue géographique et du point de vue compétence. Quelle est la limite de mon interco? Quelle est la limite de ma région? Le département, je le connais, je le comprends. C'est encore un périmètre qui est un périmètre visible, dans lequel je peux me projeter. Le périmètre communal, je m'y projette également. Les périmètres beaucoup plus vastes, c'est beaucoup moins évident. Même avec les anciennes régions, d'ailleurs, des régions qui n'ont pas bougé, je prends la Bretagne, elle a déjà la taille de la Belgique. La Nouvelle-Aquitaine a la taille, elle, de la région de l'Autriche, qui sont 2 États fédéraux. Donc on a déjà des espaces qui sont des espaces de non-projection de l'individu dans le collectif, et ou alors de manière très abstraite, mais alors le gain par rapport à la représentation nationale est réduit, et de l'autre côté, des périmètres qui bougent tout le temps. Parce qu'il y a 2 éléments. D'abord, les périmètres géographiques changent tout le temps, et les périmètres de compétences se transforment également avec le temps. Ce qui fait que le citoyen n'a pas vraiment le temps d'apprécier et de comprendre ce pourquoi il vote et ce vers quoi il va. Le citoyen, mais également l'élu. Je donnais récemment une formation à des directeurs généraux de collectivités, et ils me disaient, en fait, on a un gros problème, c'est que nos élus finissent par devenir des techniciens et ils quittent notre boulot, parce qu'ils considèrent que la décentralisation, ce n'est plus que la technique, c'est plus de la politique. Et quand on leur demande de faire un choix politique, ils disent de toute façon c'est trop complexe, donc à partir de là, spécialisons-nous dans la technique. Donc là, il y a un enjeu malgré tout de simplification, et je dirais de construction au risque d'employer un horrible anglicisme, mais de l'imputabilité. Là où je rejoins en revanche tout à fait, c'est que il faut, je pense, un jardin à la française du point de vue des périmètres. Parce qu'il faut que je sache que il y a un niveau communal, il y a un niveau départemental, il y a un niveau régional, et qu'à partir de là, je peux comprendre quel est le niveau de collectivité dans lequel je m'inscris. Il ne faut pas construire des monstres. Je parlais tout à l'heure de la collectivité européenne d'Alsace, qui finalement est imperceptible, incompréhensible, et par les Alsaciens et par les autres habitants du Grand Est. Donc là, il faut une forme d'homogénéité pour arriver à construire ce lien démocratique. En revanche, il ne faut pas considérer que les compétences des collectivités, elles, sont quelque chose d'extrêmement rigide. Je suis fondamentalement favorable, par exemple, à quelque chose qui s'appelle la clause de compétence générale. La clause de compétence générale, c'est le principe du pouvoir local. Dès lors qu'il y a un intérêt public local, je dois pouvoir agir. Et ce n'est pas parce que, la loi m'a confié telle compétence, mais pas celle-là, alors qu'elle est corollaire et qu'elle est fondamentalement importante pour pouvoir gérer cette compétence, mais que là, elle appartient à un autre niveau de collectivité, que je suis en incapacité d'agir. Je pense qu'un modèle dans lequel vous avez des niveaux de collectivité clairs et surtout stables, et de l'autre côté, une clause de compétence générale, permet d'agir. Ensuite, et on va peut-être y venir, je ne veux pas non plus déflorer trop de terrain, mais il y a la question des moyens d'action des collectivités, que vous soulignez un petit peu. Pour pouvoir réellement agir, il vous faut 1, des leviers financiers, 2, des leviers normatifs. Et là, on construit quelque chose d'extrêmement paradoxal actuellement. On complexifie à outrance, mais on complexifie à outrance pourquoi ? Pour 2 raisons majeures. D'abord parce que les périmètres ne sont pas évidents, pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir. Les périmètres de l'action publique sont à la fois changeants et en même temps à géométrie variable selon les politiques publiques. Et donc on essaye de faire des synergies de périmètres qui sont dysfonctionnelles. Et deuxièmement, on a cette logique de rigidification des compétences qui fait qu'au bout du compte, on arrive à passer outre cette rigidification
qu'en créant et des exceptions et des logiques de collaboration entre niveaux de collectivité qui fait que, au risque d'employer une forme de lieu commun, quand vous inaugurez quelque chose, il y a un représentant de l'État, de la région, du département, de l'Interco, de la commune, de l'Europe et de l'association de la sauvegarde des oies et moineaux locaux. Et ça, évidemment, ça pose un problème et d'applicabilité et de faisabilité de l'action publique. Et c'est également une conséquence de cette ultra-rigidité qu'on cherche à amender. Je partage complètement votre analyse sur sur les périmètres, sur l'illisibilité des périmètres. Ce que je souligne, c'est que depuis le début, le débat confié aux experts et confié aux sages politiques sur la décentralisation, sur l'organisation territoriale, le débat soulève toujours, se réfère toujours à la notion de bloc de compétences. Et encore dans la déclaration de politique générale du Premier ministre du mois d'octobre, il annonce sa réforme de décentralisation avec une phrase qui dit « Chaque décision doit pouvoir être imputée à un responsable ». Alors autant je partage l'idée que il faut pouvoir imputer effectivement une décision, autant je conteste qu'on puisse construire des politiques publiques sur le principe de la division du travail. C'est-à-dire de croire que chaque type d'institution est capable de prendre seule une décision relative à une compétence ou à un enjeu. Parce qu'en réalité, quand on observe la façon dont les choses se passent, toute politique publique répondant à un besoin de la société se heurte à un problème de complexité et nécessite l'orchestration de la coopération entre plusieurs acteurs. Alors, on peut parler effectivement du financement, des financements croisés, du fait que dans une logique budgétaire, une collectivité territoriale, elle doit mener un grand nombre d'actions de manière à couvrir l'ensemble des besoins de sa population et à assurer l'ensemble des compétences dont elle a la charge, et que dès qu'un projet un peu important, dès qu'elle formule un projet un peu important, elle va aller chercher des cofinancements pour ne pas épuiser sa capacité budgétaire sur les autres sujets qu'elle a traités. Donc la logique des financements croisés, déjà dénoncée par les pères de la décentralisation en 1982, elle persiste pour cette raison. En revanche, là où le débat, à mon avis, pêche par insuffisance de lucidité, c'est que on ne prête pas assez attention aux conditions dans lesquelles les acteurs d'un territoire doivent organiser leur coopération pour mener à bien une politique publique. Et je prends un exemple qui est intéressant puisqu'il correspond à un champ de compétences qui n'a jamais été décentralisé, qui est celui de la santé. La santé publique n'est pas une compétence, elle n'a pas été attribuée à un niveau de collectivité, elle était totalement en dehors des débats des 20 premières années de la décentralisation, et elle est devenue petit à petit un enjeu clé de politique locale. Nous sommes à la veille des élections municipales, je ne connais pas un maire ou un candidat aux élections municipales qui n'ait dans son programme un chapitre consacré à l'accès aux soins. Au recrutement de médecins, à la construction ou au développement d'un centre de santé, etc. Aujourd'hui, les questions de santé sont des questions qui sont au croisement de multiples politiques publiques. Il y a la construction du centre de santé, c'est plutôt une compétence communale, ça peut être intercommunal. La façon dont les médecins s'installent, c'est une politique de l'État. Le département a des compétences en matière d'action sociale qui recoupent largement les enjeux de santé, puisqu'il a notamment la charge des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d'autonomie. Donc il est directement impacté par le vieillissement démographique, il va devoir s'occuper de ça dans les années qui viennent. La région a la responsabilité de la formation professionnelle, donc en partie, et notamment de la formation des personnels de santé, des infirmières, des travailleurs sociaux, etc. Donc sur cet enjeu qui est en train de devenir un enjeu clé, qui a des connexions avec l'alimentation, avec la pratique sportive, avec l'éducation, de quoi avons-nous besoin ? Moi, en tant que citoyen, en tant qu'habitant d'un territoire, de quoi j'ai besoin ? J'ai besoin qu'on me présente une offre
de santé, une offre de prévention, une offre de soins, une offre de secours d'urgence si j'ai un accident, etc. Et ce que je demande comme imputabilité, comme redevabilité, c'est que les décideurs me montrent qu'ils sont capables d'élaborer ensemble un dispositif, un ensemble de décisions qui vont aboutir à la capacité d'accéder aux soins. Donc l'enjeu, c'est moins que tel élément de décision soit imputable à tel décideur, le préfet, le maire, le ministre, dit le Premier ministre, une politique publique sur un sujet donné soit construite, énoncée et déclinée de manière qui soit pour le citoyen usager, consommateur, compréhensible et surtout qui corresponde à une pratique. Si demain je suis confronté à une difficulté, alors, j'ai pris l'exemple de la santé, mais on peut parler de choses plus simples comme le traitement des déchets, comme l'accès à la déchetterie, comme le compostage, comme le tri des encombrants, etc. Si demain je dois résoudre un problème pratique de traitement de mes déchets, à qui je m'adresse ? En région parisienne, dans le Grand Paris, je m'adresse à un établissement public dont l'existence est tout à fait fantomatique. C'est le grand établissement territorial qui est le découpage qui a été instauré au sein du Grand Paris. Et là, on retrouve le problème du périmètre inconsistant. Mais les enjeux de l'action collective, ils nécessitent presque toujours de la coopération de plusieurs acteurs, et surtout, puisqu'on est là pour parler de prospective, ces enjeux se transforment, et on devrait, me semble-t-il, se poser de la question de l'organisation territoriale moins en termes de clarification à un moment donné, qu'en termes de projection sur de qu'est-ce que nous allons avoir besoin de faire demain. Quels sont les sujets qui devraient déterminer la façon dont nous concevons notre travail collectif et notre organisation administrative. Et derrière ce raisonnement, il y a l'idée que sur certains territoires, les acteurs ont la maturité ou la culture ou l'envie et la capacité à se mobiliser pour faire ensemble. Peut-être sur d'autres territoires, il y a moins de cette capacité parce que les habitudes ne sont pas les mêmes. Donc ça renvoie peut-être à un débat aussi sur la notion d'équité, d'égalité des chances, de capacité des différents territoires à se saisir d'enjeux pour répondre aux besoins de la population. Comment vous percevez peut-être cette question d'équité entre les territoires qui est un peu sous-jacente aussi à ces débats sur l'organisation institutionnelle? Il y a deux sujets en effet. Alors, je vous rejoins et en même temps ça pose toute la limite et toute la complexité. Vous citiez les débats des années 80, c'est pour ça qu'en fait on n'y arrive pas. C'est-à-dire que oui, en effet, je vous rejoins complètement, d'où tout à l'heure mon plaidoyer pour la clause de compétence générale. Et en même temps, pour le citoyen, il reste relativement idyllique de comprendre que là, il va y avoir une politique croisée au niveau territorial si la région est LR, l'interco est dominante centre-gauche et la commune est RN, par exemple. Et là, je crée des tensions politiques parce que, évidemment, il va falloir faire collaborer des acteurs qui n'ont pas forcément toujours envie de collaborer ensemble. Et de l'autre côté, moi, j'impute ça à qui? Et que va me dire mon maire? Il va me dire, vous savez, moi, je suis dans une interco de centre-gauche, alors, de toute façon, j'ai jamais rien. Et puis, que va me dire l'interco, dont je n'ai même pas vraiment conscience du périmètre? Vous savez, avec une région de droite, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse en la matière? Ils ne financeront jamais. In fine, l'imputabilité est rompue dans la défausse. Et si jamais tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas les collectivités, crise Covid, vous comprenez, l'État jacobin est tellement méchant, il nous empêche d'agir, et l'État dira, vous savez, à l'heure de la construction européenne, que peut faire l'État? Et donc, on est dans une situation où, au bout du compte, même si l'impuissance n'est pas réelle, elle est constatée par nos concitoyens. C'est-à-dire que la crise de la politique, de manière globale, c'est en partie la crise du « je ne peux pas ». Quand je vais voir un élu qui me dit « vous savez, je peux pas », là, je romps la notion de représentation. La représentation, c'est pas seulement ressembler à, c'est également agir au nom d'eux. Et quand l'élu dit « je ne peux pas », parce que j'ai besoin de l'Isabelle, là, je crée et j'engonce la crise de la démocratie. Et donc, je vous rejoins sur le constat technique, et en même temps, on se retrouve face à un bug démocratique. Et je prétends pas avoir la solution miracle en la matière.
Mais force est de constater que là, on est face à un hiatus. Et que si la décentralisation bégaye entre deux enjeux, parce qu'en effet, je vous rejoins complètement, à intervalles réguliers, tous les 10 ans, on dit on va simplifier. Et on n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait en simplifiant? On recomplexifie. L'archétype de la chose, c'est la loi 3DS. Dans la loi 3DS, vous avez la notion de simplification. Je connais à peu près personne qui a compris les tenants et aboutissants de cette loi, tellement elle est complexe et suscite un tas d'exceptions. On a été jusqu'à inventer la notion de différenciation territoriale qui fonde notre ordre juridique, non plus sur un principe de hiérarchie des normes classique, mais sur un principe de dérogation. Aujourd'hui, on donne aux préfets la capacité de déroger. J'ai discuté avec des préfets récemment. C'est à peu près l'inverse de tout ce que l'on apprend depuis la première année de fac. Un ordre juridique hiérarchisé, et là, on nous demande de fonder l'ordre juridique sur la dérogation, et l'idée, ce serait de donner aux élus la possibilité également de déroger. On subvertit absolument tous les principes qui sont les principes de base du droit, on ne parle même pas d'état fédéral ou d'état unitaire du droit, parce qu'on n'arrive pas à régler ce hiatus. Et ça, c'est un vrai sujet. Ensuite, sur la question de équité, égalité, je crois que là, en général, les élus n'aiment pas quand je dis ça, mais la décentralisation, ça produit des inégalités. Quand vous regardez les études internationales, je me réfère toujours notamment à un rapport de FMI 2014 et de l'OCDE 2016, la décentralisation, ça produit des inégalités. Pour des raisons simples. D'abord, vous avez en effet des élus qui sont meilleurs que les autres, et donc ça crée des inégalités. Et puis ensuite, surtout, vous partez d'une base qui n'est pas la même. Et donc, quand vous avez une base qui est plutôt intéressant du point de vue de la vie politique, économique locale, vous gagnez des avantages comparatifs que vous faites fructifier. Quand vous êtes un département ou une commune pauvre, vous partez de plus bas et vous ramez. Ça produit des inégalités, mais on peut en partie les corriger. Et pour ça, il faut deux politiques. Une politique efficace de péréquation. Or, notre politique actuelle de péréquation est fondamentalement dysfonctionnelle, et comme elle est incompréhensible par à peu près tout le monde, on préfère le statu quo parce que tout à chacun a l'impression que si on la réforme, il va être perdant. Donc là, il y a un problème. On se fonde sur des valeurs cadastrales des années 70. Donc autant vous dire que ça ne peut pas marcher. Et de l'autre côté, une politique d'aménagement du territoire. Et il y a plusieurs reproches qu'on peut faire aux politiques de décentralisation des années 80. Mais parmi ces reproches, c'est le fait d'avoir décentralisé ce qui était probablement l'un des instruments de l'égalité territoriale, c'est-à-dire la possibilité de mener de vraies politiques d'aménagement du territoire. Dans les années 2000, on s'est rendu compte que c'était dysfonctionnel, que les régions se comportaient en petit État-nation souverain en menant des politiques non coopératives vis-à-vis de leurs voisines, ce qui fait que le Poitou spoliait l'Aquitaine, qui spoliait la Bretagne, etc. Et donc à partir de là, on essaie de coordonner tout ça. D'où aujourd'hui les objectifs, les plans, État-région, etc. Mais au fond, on reste dans une organisation qui est une organisation relativement dysfonctionnelle en la matière, même si moins dysfonctionnelle que dans d'autres États européens pour des raisons qu'on pourrait développer, qui crée en fait une relative inégalité territoriale, alors qu'en matière de décentralisation, c'est peut-être pas une fatalité. Oui, il y a effectivement non seulement il y a des inégalités de ressources d'un territoire à l'autre, mais il y a des inégalités de ce qu'on pourrait appeler la culture politique, de tradition, de comportement. En Bretagne, en Alsace, il y a une tradition de coopération qui est profondément ancrée dans les pratiques, dans les habitudes. Et pendant longtemps, les députés bretons étaient réputés pour faire front ensemble quand il s'agissait de défendre les intérêts de leur région, quelle que soit par ailleurs leur politique, alors que dans le Midi, l'affrontement politique vient très souvent perturber, empêcher même la capacité à coopérer. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur les outils de péréquation. Il est certain que la façon dont a évolué la fiscalité ces dernières années, d'abord a privé les collectivités territoriales de leur autonomie fiscale, bien que le principe de celle-ci ait été sans arrêt réaffirmé, réinvoqué solennellement par tous les rapports et tous les responsables, et on a fait le contraire. Donc il y a de toute façon un problème de cohérence politique de ce côté-là. Là où je suis plus sceptique, c'est sur cette idée d'aménagement du territoire. Parce que je suis convaincu que
l'aménagement du territoire est un moment de l'histoire de l'État en France, un moment de l'entrée en résonance entre des moyens techniques, des enjeux de développement économique et une organisation administrative. On voit très souvent dans les rapports, en particulier dans un rapport du Conseil économique, social et environnemental de 2009, on voit très souvent à la fin du rapport cette idée, il faut revenir à une grande politique d'aménagement du territoire, et je crains que ce ne soit un grand fantasme nostalgique. Je ne suis pas certain que ce qu'ont été les objets et les techniques de l'aménagement du territoire soient pertinents aujourd'hui. Qu'on ait besoin de s'interroger sur les ressources des territoires, sur la péréquation financière, c'est évident. Qu'on ait besoin de s'interroger sur l'accès à un certain type d'équipement, sur l'efficacité des voies de communication, et donc sur les questions de lignes de chemin de fer à grande vitesse, d'équipements collectifs, c'est certain. Est-ce que c'est ce qu'a été à un moment donné l'aménagement du territoire, une forme d'organisation de la décision politique très profondément ancrée dans la détention par l'État de compétences techniques? Est-ce que ça peut revenir? Je ne le crois pas. Quand on parle de compétences, le mot est extrêmement ambigu puisqu'il désigne à la fois un périmètre de capacité juridique à décider, et puis c'est aussi un mot qui désigne la maîtrise de certaines techniques. Dans les années 60 et 70, quand l'État avait une politique d'aménagement du territoire, il détenait en son sein des compétences techniques qui lui permettaient de la mener à bien. L'État français, pendant très longtemps, a été un État d'ingénieurs. C'était les corps d'ingénieurs qui construisaient les politiques publiques. Cette capacité-là, elle a disparu. Elle a été éliminée par les politiques publiques, pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir, mais aujourd'hui, lorsqu'on veut bâtir une politique publique pour répondre à un besoin, on a besoin d'aller mobiliser de l'expertise, des compétences et des capacités d'agir qui sont dispersées dans la société. Elles ne sont plus concentrées entre les mains de l'État. Et là où l'État s'est transformé, c'est beaucoup moins parce qu'il aurait perdu son, entre guillemets, jacobinisme. Je rappelle quand même que cet adjectif était un adjectif utilisé au XIXe siècle. C'est au XIXe siècle, le mot jacobin, c'est l'équivalent aujourd'hui du mot islamo-gauchiste, à peu près, dans la controverse politique. On a continué à utiliser ce mot pour désigner la concentration du pouvoir entre les mains de l'État, mais la concentration du pouvoir entre les mains de l'État, elle était technique. C'était une concentration des moyens d'action, des compétences, des capacités d'expertise, des capacités de diagnostic. Et ça a disparu. Aujourd'hui, on a un État central qui, quand il est face à des enjeux, réintervient sur des sujets qu'il a en principe décentralisés par des moyens de politique publique qui sont des moyens faibles. C'est l'appel à projet. C'est l'appel à projet adressé aux collectivités locales. C'est territoire à énergie positive. C'est les dispositifs de l'Agence nationale de la cohésion territoriale. Ce sont des moyens d'ingénierie faibles. Et c'est cette ambiguïté-là, cette incapacité à faire correspondre les outils techniques de l'action collective au fait que les capacités d'expertise et les compétences sont dispersées, qui crée aujourd'hui le sentiment d'illisibilité et de complexité, moins que l'organisation administrative au sens juridique du terme. Alors, je rejoins en grande partie, je pense que c'est un problème. C'est-à-dire que, alors, deux éléments, petit point sur la question des Jacobins, parce que c'est un point assez intéressant. La notion de Jacobin, qui s'opposerait aux Girondins, c'est une invention très tardive. En réalité, sous la Révolution, les Girondins ne sont pas du tout fédéralistes. Et l'indivisibilité de la République, qui porte sur l'indivisibilité de la loi, c'est quelque chose qui est voté par les monarchiens, les Girondins, entre guillemets, les montagnards, Girondins et montagnards, étant tous des Jacobins. Personne, entre guillemets, ne se bat sous la Révolution sur le sujet de la décentralisation. Ils sont tous d'accord sur le fait que, il y a un État qui doit être fort, il doit y avoir une commune et un département qui doivent également avoir une forme de liberté. L'enjeu de la décentralisation n'est pas du tout existant sous la Révolution. Et la lutte des Girondins contre Paris, c'est pas la lutte contre l'État, c'est la lutte contre la Commune de Paris. Commune de Paris qui fait pression sur la Convention
pour accélérer la révolution. Donc on a plaqué des idéotypes révolutionnaires sur des débats contemporains qui en fait noircissent complètement le débat, le rendent je dirais, incompréhensible. Et quand vous dites, il faudrait peut-être un peu d'État au niveau local, vous dites, c'est le retour du méchant jacobinisme, ils vont arriver, tel Robespierre, couper la tête tout d'un coup à tous les élus locaux. C'est évidemment beaucoup plus complexe, et je suis content qu'on ait une conversation qui là-dessus soit une conversation de fond, parce qu'en effet, aujourd'hui, on a un débat qui souvent n'est pas intéressant sur ce type de sujet, parce que justement, il se cantonne à des formes d'archétypes. Ensuite, je vous rejoins complètement, je pense que c'est un problème, c'est-à-dire que l'absence d'État ingénieur est en effet un choix politique qui, je pense, est un choix aujourd'hui en grande partie coupable, et qui pose deux enjeux qui ont été ceux sur lesquels les politiques ont parié depuis plusieurs décennies, qui sont d'un côté la tertiarisation de l'économie. Dans le cas d'une tertiarisation de l'économie, vous avez besoin d'un aménagement du territoire relativement minimal, pour une raison simple, c'est que votre activité économique va se concentrer dans les métropoles. Et en se concentrant dans les métropoles, si vous faites Paris-Bordeaux en 1h30, vous avez aménagé votre territoire. Il n'y a plus vraiment de problème. Il ne sert à rien d'aller, je suis désolé, c'est mon côté un petit peu petite patrie locale, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à Clermont-Ferrand. Et donc là, la ligne Lyon-Bordeaux, elle va passer par Massy-Palaiseau. Elle va remonter jusqu'à Paris, plutôt que de passer par Massif Central. Parce que c'est des territoires qui n'ont aucun intérêt du point de vue d'une économie tertiarisée. Ça, c'est un souci. C'est un souci parce que vous créez plusieurs crises derrière. Vous créez d'abord une crise du logement, parce que vous concentrez le logement dans les grandes métropoles et la population, et vous créez une crise ensuite de ces périphéries qu'on voit ressurgir au moment de la crise des Gilets jaunes. Tout à l'heure, on évoquait la question de l'égalité territoriale. Et l'égalité territoriale, elle existe en France, mais elle passe assez peu par la péréquation, et elle passe pas vraiment par l'aménagement du territoire. Elle passe en fait majoritairement par trois choses. Un, les pensions de retraite. Les retraités qui vivent dans les métropoles vont passer leurs beaux jours dans des territoires ensoleillés improductifs, et ils consomment. Les minima sociaux, parce que dans mon petit village, c'est encore pire que Clermont-Ferrand, dans mon petit village natal de Quingat dans le Puy-de-Dôme, si le commerce marche, c'est en grande partie parce que vous avez des gens qui vivent des minima sociaux, et comme le pouvoir d'achat est relativement élevé, parce que le logement coûte rien, parce que personne ne veut s'installer, ils ont les moyens de consommer. Et enfin, dernier point, les traitements des fonctionnaires qui sont égaux sur l'ensemble du territoire, à quelques exceptions près, qui font que là aussi, il y a une capacité à consommer, parce qu'on met quand même du fonctionnaire sur le territoire, il en faut un minimum. Et ça crée pas un pays harmonieux. Mais ça dépend d'un choix politique qui était celui, non pas d'une économie ayant un secteur secondaire suffisant et qui peut avoir, je dirais, une dynamique territoriale beaucoup plus vaste. Si je reviens sur mon petit lopin de terre, Clermont-Ferrand, avec Michelin, etc., mais sur une économie ultra tertiarisée dans lequel Paris doit concurrencer Londres et Bordeaux doit concurrencer Munich. De l'autre côté, on est passé d'un État qui avait comme vocation de faire à un État qui a comme vocation, et vous l'avez très bien explicité, de réguler. Et donc d'inciter des acteurs privés ou éventuellement publics quand on parle des collectivités, mais c'est quand même pas l'essentiel de l'activité, à agir. Le problème, c'est que ça dépend, de la capacité de ces acteurs à agir, et donc du fait qu'ils ont des ressources notamment financières pour investir, et de leur bonne volonté. Or, ils ne veulent pas toujours. Et quand ils ne veulent pas, vous avez des politiques publiques qui deviennent nécessairement en grande partie dysfonctionnelles avec je ne peux pas, je suis désolé, parce qu'il y a des acteurs privés qui n'ont pas voulu investir. Et donc là, il y a malgré tout la nécessité de retrouver cet état faiseur. Et ça implique d'être un peu plus un état d'ingénieur et un peu moins un état de régulateur. Et ce qui est très intéressant quand on a ce débat-là, c'est que on aime caricaturer l'État comme étant cet État plein de fonctionnaires dans les ministères qui ne font que faire les normes, et ce serait mal. Et c'est quelque chose qu'on a voulu. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que, je dirais, qui a échappé aux politiques, c'est quelque chose qu'a voulu le politique en construisant, justement, une logique qui était une logique de pure régulation. Et là, en la matière, on atteint peut-être, mais je parle sous contrôle, en tant que praticien de l'administration, vous aurez peut-être une autre vision. Je crois qu'on a atteint quand même la limite de ce niveau-là,
de ce modèle-là. Et que, il faut peut-être penser un petit peu plus à un État faiseur sur le territoire. Je ne suis pas sûr que ça ait été un choix politique. Je pense que ça a été la conséquence d'une série de choix qui ont été faits de façon plus ou moins volontaire, plus ou moins consciente, mais précisément de mon expérience de pratique de l'administration, j'ai retenu cette idée que nous manquions d'une politique de régulation. Il y a de la régulation, il y a des systèmes de régulation, il y a de la production de normes, il y a une façon il y a un usage des normes, etc. Mais tout ça ne fait pas l'objet d'une politique, d'une orchestration, d'une stratégie, de la fixation d'objectifs, du calcul des moyens à utiliser, etc. Et c'est bien ça. Il me semble que c'est justement ça qui manque et que l'étude annuelle du Conseil d'État de 2025 sur la prise en compte du temps long sera assez bien analysée en suggérant des outils d'action collective qui ne soient pas fondés sur l'énoncé de normes, mais davantage sur l'élaboration de stratégies. Et ça fait partie très largement du débat de l'organisation territoriale. Pour parler de l'avenir, et là je réponds à ton interpellation. J'ai pas encore posé la question, mais mais justement sur la façon dont est en train d'émerger de façon encore une fois non explicite politiquement, une nouvelle forme d'articulation entre l'État central et le territoire. Et on voit dans tout un tas de phénomènes dans lesquels la pratique des administrations, la pratique de l'État, avec un cadre législatif explicite ou pas, consiste à encourager les acteurs locaux à bâtir des outils de coopération territoriale. En matière de santé, c'est le cas des communautés professionnelles territoriales de santé, qui sont un dispositif qui connaît un grand succès et qui est en train de modifier assez profondément la pratique des soignants sur le territoire. C'est un dispositif qui figure dans une loi qui a maintenant 10 ans, mais qui n'a jamais été porté politiquement par aucun ministre de la Santé. Le phénomène est intéressant à regarder de près. Il y en a pas mal d'autres. Je pense à la façon dont a été conduite la réflexion sur les politiques de prise en charge de la perte d'autonomie pour les personnes âgées. Il y a eu un débat qui partait du constat que les départements étaient la collectivité compétente sur cette question, mais qu'à l'évidence, ils ne pouvaient pas agir seuls. Parce que la question de la lutte contre l'isolement, de la gestion des moyens, de l'intervention à domicile, etc., était à une échelle plus restreinte que celle du département. Et donc la solution qu'on a trouvée récemment, c'est cette notion de service public départemental de l'autonomie. Et d'ailleurs, on a opté pour une solution voisine pour la petite enfance, puisqu'on a décidé de créer un service public de la petite enfance. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot de service public? Il y a l'idée qu'il y a, c'est la traduction enfin concrète d'une notion qu'on agit depuis déjà très longtemps, qui est celle de collectivité chef de file. Tant que cette notion a été utilisée de manière purement juridique, elle ne débouchait sur, elle était inscrite dans la loi, mais ne correspondait à aucune pratique réelle. Là, on a cette idée que ce que le département doit faire à l'égard des questions d'autonomie des personnes âgées, c'est orchestrer la coopération entre une diversité d'acteurs, puisque sur ce terrain-là, l'échelon communal a un rôle important à jouer, notamment à travers les centres communaux d'action sociale, et que les acteurs associatifs jouent un rôle clé, puisque en réalité, ce sont eux qui détiennent l'expertise technique, la capacité d'agir, qui recrutent les personnes qui interviennent au domicile, etc. Et il me semble que ce modèle-là, ce schéma d'organisation, où le rôle de l'État est à la fois d'inciter et de créer le cadre qui permet aux acteurs locaux de coopérer entre eux et de bâtir des solutions adaptées aux ressources dont ils disposent sur leur territoire, est peut-être le paradigme émergent de l'action publique territoriale. Je vais peut-être réagir là-dessus avec peut-être un point qui me paraît important, c'est la tension qu'on voit entre l'évolution rapide des besoins, enfin les enjeux des besoins, et puis l'inertie des représentations, des cadres d'action, des process. Et donc, qu'est-ce que vous pourriez préconiser pour demain, on va dire à un horizon de 5 ou 10 ans,
en adressant aussi cette question de l'inertie qu'on voit qui est quand même toujours un peu présente et qui est un vrai défi finalement sur ces questions d'organisation institutionnelle. L'inertie, je dirais qu'elle a deux grands fondements. Et le premier fondement, on l'a évoqué, c'est qu'on est face à un mécano qui est fondamentalement contradictoire. Et je crois qu'on analysait ça un peu tout à l'heure. D'un côté, vous avez la question de la simplification, pour des raisons démocratiques, etc. Et de l'autre, vous avez une complexité inhérente au périmètre et aux politiques publiques qui fait que quand vous les simplifiez, ça devient difficile, donc vous complexifiez, etc. L'autre élément, il ne faut pas non plus se le cacher, c'est que la décentralisation, c'est un sujet d'élu. Et que quand vous êtes élu, vous n'avez pas envie de voir votre fief disparaître ou votre situation fragilisée. Et donc, quand on met sur le métier de la question de la décentralisation, vous savez, quand vous envoyez au Parlement, et on va voir, paraît-il, qu'on aura une nouvelle loi de décentralisation, un nouvel acte, un énième, mais il est toujours sur le deuxième, le troisième, je ne sais jamais quelle loi c'est, parce qu'en fait, chaque gouvernement arrive avec son troisième acte de la décentralisation. Et donc, l'idée, c'est de tout remettre à plat, mais forcément, vous avez derrière des élus qui ferraillent. Et donc, les lois qui prennent le plus de poids à l'Assemblée nationale, on fait des statistiques là-dessus, c'est les lois sur les collectivités territoriales. Parce que, par définition, chaque député a la pression du local de ses élus et amende. Donc, voilà, ça crée l'inertie, quoi qu'il arrive. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, je dirais qu'il y a deux pièges. En fait, pas deux pièges, mais le problème en matière souvent de décentralisation, c'est qu'on passe par des modes. Il y a 5 ans, je parlais tout à l'heure de la différenciation territoriale, c'était la différenciation territoriale. On va tout régler en permettant à chacun de construire sa collectivité à statut particulier et de déroger à la loi. C'était une aberration, c'était également un mot valise. Je me souviens d'une audition parlementaire. C'est ce que c'est une audition parlementaire. Vous pensez que votre semaine va être tranquille, vous êtes invité une semaine plus tard à l'Assemblée nationale, ou au Sénat, vous n'aviez pas prévu ça, vous recevez 50 questions. Il va falloir y répondre. Donc vous passez à peu près votre semaine à répondre aux 50 questions. Ensuite, vous arrivez, vous envoyez vos 50 questions. Et là, la question, c'était la différenciation territoriale. On était 7 chercheurs. On leur a tous dit, c'est une sottise. Et puis, on a fini par retourner l'audition. On leur a demandé, mais ok, très bien, mais c'est quoi? Parce que là, vous nous dites des trucs. En fait, c'est la clause de compétence générale, ça. Non, c'est pas pareil. Ok, très bien. Et on leur a répondu, en fait, c'est quoi? Et là, on se retrouve devant un parterre parlementaire qui sont incapables de répondre à la différenciation, c'est quoi? On rentre chez nous, tranquille, et on reçoit 10 nouvelles questions pour nous demander à nous de définir ce qu'est la différenciation territoriale. Voilà. La nouvelle mode, et on en parle un petit peu en introduction, maintenant c'est le fédéralisme. Le fédéralisme, ça va tout régler, sauf qu'en fait, ça implique de remettre en cause l'unité de la loi, donc l'indivisibilité de la République, et tous nos principes depuis le 4 août 1789. Il n'y a personne qui ne veut ça, mais c'est la solution magique. Ça va créer une simplification absolue des compétences. Quand vous allez travailler un peu sur les États-Unis et sur la jurisprudence de la Cour suprême, vous voyez qu'en fait l'État fédéral intervient dans tous les domaines et que donc l'idée qu'il y aurait un champ de l'État fédéré qui n'aurait que des compétences restreintes et un champ de l'État fédéral qui n'aurait que des compétences restreintes, c'est archi faux. L'État fédéral américain a cru en compétences, eu égard à des théories, compétences implicites, théories du commerce, qui lui ont permis d'intervenir dans tous les domaines, la santé, le travail, l'aménagement, des transports, etc. Donc ça aussi, c'est une idée magique. Et on passe d'une idée magique à une autre idée magique parce que justement, on n'arrive pas à la former. Une fois qu'on a dit ça, je vois 3 priorités. La première, c'est quand même de poser la question des finances locales. Parce que vous ne pouvez pas agir si vous n'avez pas des finances. Et les finances, elles passent par 2 éléments. D'abord, il faut une prévisibilité. Récemment, avec Clément Beaune, on a fait paraître au commissariat au plan, ça n'a rien à voir, ça a tout à voir, une petite note sur la question de la réforme de la procédure en matière de PLF, de budget de l'État. Si vous arrivez à construire la pluriannualité, vous arrivez en début de mandat en tant que maire ou conseil départemental à savoir à peu près quelles seront vos dotations dans 5 ans. C'est important pour prévoir des politiques publiques. Deuxième élément, il faut un levier qui est un levier fiscal. Et là, je rejoins ce que vous évoquiez tout à l'heure, on a rompu les grands leviers fiscaux. Un levier fiscal, c'est pas un point de TVA, vous n'avez pas de contrôle sur le point de TVA. Un levier fiscal, c'est disposer de quelques impôts qui correspondent à je dirais, une masse critique pour vos finances dont vous pouvez faire varier le taux. Et si vous faites varier le taux, vous créez un choix démocratique. Si j'augmente votre taxe d'habitation, on va rénover l'école. Si j'augmente pas, c'est un choix politique, on la rénovera pas. Là, on crée du lien. Là, on crée l'imputabilité, pour reprendre cet horrible anglicisme. Le deuxième élément, c'est, malgré tout, une logique de simplification normative. On a des lois trop bavardes,
qui interviennent dans le champ d'action des collectivités territoriales, qui font que vous transformez dans beaucoup de politiques les collectivités territoriales en simples exécutants de politiques qui sont prévues par la loi ou prévues par le décret d'application. Et donc là, il y a un enjeu qui est un enjeu de sobriété normative d'une certaine façon, mais encore une fois, les collectivités sont très schizophrènes sur le sujet parce que elles adorent faire du lobbying pour que l'amendement qui grève elles-mêmes leurs compétences figure dans la loi. Donc c'est pas qu'un problème de l'État et des méchants petits hommes en gris dans les ministères. C'est un problème plus large de culture de la norme. Dernier point, on revient à la question du découpage quand même. Je suis pas sûr qu'il faille redécouper. Le découpage depuis la loi NOTRe est complètement fou. Mais voilà, en tout cas, si on découpe, si on redécoupe, je suis certain d'une chose, c'est qu'il faut plus y toucher pendant 200 ans. Il faut arrêter de redécouper les périmètres tout le temps. Parce que sinon, vous ne créez pas d'imputabilité démocratique. Prenez le département. Je connais la théorie qui fait que le département remonte aux tribus gauloises. Bon, personnellement, je doute qu'il y ait une grande mémoire des Édouins, des Arvernes un peu plus, mais là je suis un peu jugé parti. Mais voilà. Non, ce qui fait la force du département, qui est une construction en grande partie artificielle, pas complètement artificielle, mais en grande partie, c'est qu'il a 200 ans. Et que donc, il est rentré dans les esprits et que je perçois les limites de mon département. Si on fait un redécoupage, il doit être relativement symétrique et surtout extrêmement pérenne. Or, aujourd'hui, on redécoupe de façon assez aisée et sans trop de problèmes, en créant à chaque fois un effet de désancrage, de désimputation. Décidément, ce mot est de plus en plus horrible quand on travaille. Et ça, évidemment, ça crée une crise à la fois chez les élus, une crise d'instabilité, puis surtout chez les citoyens. Un dernier mot peut-être, je pense que le découpage est une technique de pouvoir qui est dépassée. Je pense qu'elle correspond à des enjeux de maîtrise du territoire, de lutte entre la République et la féodalité, etc., qui sont des enjeux de l'histoire. Et on le voit bien, comme on dit, qu'avec la loi NOTRe, les quelques esprits qui ont écrit cette loi ont cru à la rationalité gestionnaire de l'élargissement des territoires, des régions, alors que la pratique a montré que ça ne rationalisait rien et que ça ne permettait aucun gain d'efficacité. Il me semble que le territoire aujourd'hui, le mot territoire, il désigne bien davantage la capacité des acteurs locaux à structurer leur capacité à travailler ensemble, à coopérer. Alors bien sûr, il y a du conflit politique qui, à certains endroits, fait obstacle à la coopération, et quand on regarde les territoires de près, on en voit quand même un nombre croissant où l'envie des acteurs locaux de coopérer, de se donner d'outils pour agir à plusieurs, pour avancer, est quand même un élément assez puissant de remobilisation des territoires. Vous parliez tout à l'heure de la tertiarisation de l'économie qui alimentait cette idée de métropolisation du territoire. On a vu l'année dernière, en travaillant sur les questions d'industrie, que si on veut, entre guillemets, réindustrialiser notre pays, ça se passe, le tissu industriel sur lequel on peut agir, c'est un tissu qui est à l'échelle cantonale. C'est la petite industrie très souvent implantée dans un territoire rural. Donc il faut redescendre l'échelle d'action, alors que ce sont les régions qui ont la compétence du développement économique, mais rien n'empêche une région d'agir à petite échelle, bien entendu. Mais on sent bien que l'enjeu pour demain est moins de plaquer un schéma d'action sur les territoires que de trouver une méthode d'action qui certes donne un cadre capacitant, un cadre qui crée de la cohérence, mais qui donne la plus grande liberté possible aux acteurs locaux d'organiser leur mode de coopération. Est-ce qu'en 30 secondes, vous voulez peut-être dire un dernier mot? Oui, non, je crois qu'on est... Sans forcément fermer le débat qui est vraiment très large. Non, je crois qu'on est d'accord en fait sur pas mal de choses, et notamment sur l'essentiel. Je pense quand même, j'étais très pessimiste tout à l'heure avec mon affaire de Mauvalise et de Mode. Je pense quand même qu'il y a aujourd'hui une convergence de réflexion chez pas mal d'acteurs politiques et administratifs sur, si ce n'est les solutions, au moins les dysfonctionnements. Et au-delà des débats archétypaux, jacobins, girondins, régions, départements, etc.,
il y a quand même une forme de convergence. Je suis assez pessimiste à très court terme. Je pense qu'il n'y aura pas de révolution en la matière, ne serait-ce que parce que pour arriver à vraiment penser les choses, il faut avoir des majorités. Mais que d'ici quelques années, on pourra atterrir sur quelque chose qui soit, si ce n'est parfait, en tout cas plus fonctionnel. Donc on termine cet échange sur une note essaie. d'espoir. Exactement. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous.